Conséquences psychopathologiques, donc les conséquences psychopathologiques, la structure névrotique. Le modèle analytique considère que tout individu sain développe à la base une structure névrotique, son mode de fonctionnement au monde étant le plus efficient. La personne ne versera dans la pathologie que quand ses capacités défensives seront dépassées, en regard des épreuves vécues durant son histoire. Donc, le modèle analytique considère que tout individu sain développe à la base une structure névrotique, son mode de fonctionnement au monde étant le plus efficient. La personne ne versera dans la pathologie que quand ses capacités défensives seront dépassées, en regard des épreuves vécues durant son histoire. La personnalité névrotique présente 3 caractéristiques particulières. Elle dispose d'un moi structuré. Elle a conscience de ses troubles. Ses symptômes sont compréhensibles par rapport à son histoire de vie, c'est-à-dire qu'il existe une logique entre des événements vécus, entre parenthèses déclencheurs, et l'apparition des symptômes dont elle souffre. Donc les symptômes d'une personne souffrant de névrose sont compréhensibles à la personne elle-même par rapport à son histoire de vie, c'est-à-dire qu'il existe une logique entre les événements vécus et l'apparition des symptômes dont la personne souffre. Par ailleurs, la symptomatologie névrotique se manifeste de façon générale par des angoisses et de l'anxiété, qui s'expriment par le biais de symptômes divers, alors selon les cas, phobie, obsession, théâtralisme, etc. Dans les névroses en général, l'estime de soi est atteinte de façon plus ou moins forte selon les cas, en lien avec le sentiment latent de culpabilité. La personne a l'impression que le contrôle de son corps lui échappe. Celui-ci, du fait de l'angoisse, se mettant à fabriquer des symptômes en dehors de sa propre volonté. Le sentiment de honte peut également être présent, notamment dans la névrose phobique, où la personne a conscience du caractère a priori absurde de ses peurs. Rappel sur le développement de la personnalité névrotique à travers des différents stades. Donc rappel sur le développement de la personnalité névrotique au travers des différents stades. Dans la structure névrotique, les différentes pulsionalités partielles vécues par l'enfant durant les stades oral, anal, phallique et oedipien ont été réunies pour constituer une personnalité structurée. Donc dans la structure névrotique, les différentes pulsionalités partielles vécues par l'enfant durant les stades oral, anal, phallique et oedipien ont été réunies pour constituer une personnalité structurée. Le mode d'organisation du psychisme de la personnalité névrotique s'articule autour du complexe d'Œdipe, c'est-à-dire de la reconnaissance et de l'acceptation de la différence des sexes et des générations. Par la prohibition de l'inceste, le complexe d'Œdipe structure le groupe familial et la société humaine dans son ensemble. Donc par la prohibition de l'inceste, le complexe d'Œdipe structure le groupe familial et la société humaine dans son ensemble. Le complexe d'Œdipe joue également un rôle fondamental dans la constitution de la personnalité névrotique, dans le sens où il permet l'avènement d'une sexualité génitale. La personne névrotique a donc accès à la triangulation. Entre parenthèses, elle reconnaît l'existence du tiers, est capable de symbolisation, entre parenthèses, mentalisation. Donc la personnalité névrotique a donc accès à la triangulation, est capable de symbolisation. L'articulation entre les instances psychiques. Donc l'articulation entre les instances psychiques. Dans la névrose, les 3 principales instances, le ça, le moi et le surmoi, fonctionnent de façon à assurer une certaine cohérence dans la personnalité. Le fait que la personne soit régie par un surmoi constitué, donc le fait que la personne soit régie par un surmoi constitué,
lui permet de prendre en compte les règles sociétales et les limites de l'autre. On dit qu'elle a intégré le tiers. Cependant, le moi subit de fortes exigences de la part du surmoi pour combattre les pulsions venant du ça. Cela peut amener une tendance à contrôler ou à s'interdire tout plaisir. Chez la personne névrotique, le principe de réalité est prévalent, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aménager les situations conflictuelles qu'elle vit de façon à trouver un compromis entre la satisfaction qu'elle recherche, principe de plaisir, et la réalité et ses limites, principe de réalité. Donc chez la personne névrotique, le principe de réalité est prévalent, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aménager les situations conflictuelles qu'elle vit de façon à trouver un compromis entre la satisfaction qu'elle recherche et la réalité et ses limites. Il est à noter cependant que, du fait d'un surmoi interdisant de façon forte l'accès à la satisfaction liée à la jouissance et au plaisir, le sentiment de culpabilité est toujours présent chez elle. Les types d'angoisse névrotique. Donc les types d'angoisse névrotique. Donc les angoisses névrotiques sont de deux ordres, l'angoisse de castration et l'angoisse de pénétration. L'angoisse de castration est liée au complexe d'Œdipe. Selon Freud, le petit garçon, pris entre des mouvements de désir pour sa mère et des mouvements de haine vis-à-vis de son père, craint que celui-ci, par vengeance, ne lui ôte son pénis en représailles. Cette angoisse est en lien avec l'acceptation de la différence des sexes, le psychisme du sujet névrotique étant le siège d'un conflit entre le surmoi, c'est-à-dire les interdits, et le ça, c'est-à-dire la pulsion. Donc étant le siège d'un conflit entre le surmoi et le ça, ou d'un conflit entre les interdits et la pulsion. Et après l'angoisse de castration, l'angoisse de pénétration. Et l'angoisse de pénétration se manifeste chez la petite fille en lien avec l'intrusion ou l'effraction dans les orifices corporels. Il y a à la fois désir et punition par rapport au désir. Si l'angoisse de castration concerne a priori le petit garçon et l'angoisse de pénétration concerne la petite fille, ceci étant en lien avec les fonctions anatomiques, les deux peuvent être éprouvés par chacun des sexes, en lien avec une bisexualité psychique. L'angoisse de castration se situe au cœur de la problématique névrotique. Elle va se déplacer sur tout ce qui peut représenter la force, la capacité créative et productive, et elle va générer chez la personne la crainte de perdre sa créativité, sa force de travail, sa capacité de séduction, etc. Cette angoisse peut générer chez elle une forte culpabilité, dans la mesure où elle est sous l'emprise d'un surmoi très puissant, lui interdisant l'accès au plaisir et à la réussite, colorant négativement toute expérience positive. Les mécanismes de défense prévalents. Les mécanismes de défense prévalents. Afin d'échapper à l'angoisse, la personne névrotique va mettre en place un mécanisme de défense privilégié qui est le refoulement, avec son corollaire, le déplacement. Donc le refoulement. Le refoulement est un mécanisme défensif relié à la formation même de l'inconscient. Il vise à maintenir hors de la conscience des représentations jugées dangereuses pour l'équilibre du sujet. Le refoulement est le mécanisme de défense préférentiel de la structure névrotique, et il signe l'émergence d'un surmoi post-œdipien. Il ne coupe pas le sujet de ses pulsions, mais transforme celles-ci de façon symbolique. Il permet à la personne de rejeter dans son inconscient ses représentations conflictuelles, celles-ci restant actives tout en étant inaccessibles à sa conscience. Ce qui est refoulé est conservé dans l'inconscient et peut ressurgir, entre parenthèses, retour du refoulé.
Donc ce qui est refoulé est conservé dans l'inconscient et peut ressurgir au travers des rêves, des lapsus ou encore par le biais d'une symptomatologie. Phobie, conversion, trouble obsessionnel. Ce refoulement est donc rarement parfait et en cas de débordement, la personne aura recours à des mécanismes de défense additionnels pour tenter de juguler son angoisse. Le déplacement, le contre-investissement, la formation réactionnelle, la dénégation et l'isolation. En fait, les symptômes névrotiques viennent parler de façon symbolique de ce qui est refoulé et ne peut être élaboré par le moi. Le déplacement. Si dans le refoulement, c'est la représentation inacceptable qui est refoulée dans l'inconscient, donc le déplacement. Si dans le refoulement, c'est la représentation inacceptable qui est refoulée dans l'inconscient, le déplacement, lui, porte sur les affects et l'énergie psychique qui y sont liés. Ceux-ci sont déplacés de la représentation initiale, entre parenthèses le pénis par exemple, sur une autre représentation. Donc ceux-ci sont déplacés de la représentation initiale sur une autre représentation qui aura certaines caractéristiques semblables. Entre parenthèses, la souris qui se faufile, les souris qui se faufilent et peuvent pénétrer partout, traînant leur longue queue derrière elles. Ce mécanisme qui opère, c'est ce mécanisme qui opère dans la névrose phobique. Donc sans les parenthèses, ça donne, si dans le refoulement, c'est la représentation inacceptable qui est refoulée dans l'inconscient, le déplacement, lui, porte sur les affects et l'énergie psychique qui y sont liés. Ceux-ci sont déplacés dans la représentation initiale sur une autre représentation qui aura certaines caractéristiques semblables. C'est ce mécanisme qui opère dans la névrose phobique. Le développement de la capacité de penser. Dans la névrose, la capacité de penser a pu se développer de façon opérante et les processus psychiques sont de type secondaire, c'est-à-dire que la mère ou toute autre personne s'occupant de l'enfant de façon privilégiée a su mettre à la disposition de l'enfant son appareil à penser disponible et mature, aidant ainsi peu à peu l'enfant à transformer ses impressions sensorielles, émotions et hallucinations, entre parenthèses éléments primaires, en contenu psychique pensable et sensé, éléments secondaires, en offrant à son enfant une réponse comportementale globalement adaptée au fil des jours, réassurance, douceur, tendresse, la mère a permis à celui-ci d'intérioriser son image, entre parenthèses, qui a constitué sa première pensée, ainsi que sa capacité à maîtriser ses tensions internes. Le fonctionnement préconscient est opérant chez la personne névrotique, c'est-à-dire qu'elle est capable de penser ses pensées. Entre parenthèses, c'est la conscience réflexive. La conscience qu'elle a d'elle-même entraîne également le fait qu'elle soit capable de reconnaître qu'elle est malade. Donc sans les parenthèses, ça donne, dans la névrose, la capacité de penser a pu se développer de façon opérante et les processus psychiques sont de type secondaire, c'est-à-dire que la mère a su mettre à la disposition de l'enfant son appareil à penser disponible et mature, aidant ainsi peu à peu ce dernier à transformer ses impressions sensorielles, émotions et hallucinations, en contenu psychique pensable et sensé. En offrant à son enfant une réponse comportementale globalement adaptée au fil des jours, elle a permis à celui-ci d'intérioriser son image, ainsi que sa capacité à maîtriser ses tensions internes. Le fonctionnement préconscient est opérant chez la personne névrotique, c'est-à-dire qu'elle est capable de penser ses pensées. La conscience qu'elle a d'elle-même entraîne également le fait qu'elle soit capable de reconnaître qu'elle est malade.
le type de relation d'objet. La relation d'objet étant le mode de relation qu'entretient le sujet avec l'autre, celle qui est mise en place dans la structure névrotique est d'ordre génital, c'est-à-dire que l'autre est reconnu et recherché pour ce qu'il est. Donc la relation d'objet étant le mode de relation qu'entretient le sujet avec l'autre, celle qui est mise en place dans la structure névrotique est d'ordre génital. Donc la relation d'objet qui est mise en place dans la structure névrotique est d'ordre génital, c'est-à-dire que l'autre est reconnu et recherché pour ce qu'il est. C'est au tout début de la vie d'un enfant, durant le stade oral, que son monde intérieur, caractérisé au départ par le chaos et la confusion, s'organise progressivement grâce aux actions de la mère et de son environnement proche. Dans la constitution d'une personnalité névrotique, ces actions ont été globalement adaptées. Winnicott parle de mères suffisamment bonnes. Et elles ont permis au bébé, ces actions globalement adaptées, elles ont permis au bébé de faire la différence entre son monde intérieur et le monde extérieur, entre le moi et le non-moi. En parallèle à sa maturation biologique, les différentes étapes du développement psychique de l'enfant se sont déroulées de façon à lui permettre de développer un appareil psychique capable de percevoir l'altérité. La personnalité névrotique a accès à la symbolisation et à la triangulation. L'autre existe et est reconnu comme tel, c'est-à-dire différent de soi. Les conséquences sur le lien soignant. Dans le cadre de la structure névrotique, le soignant est reconnu dans son altérité, en tant que personne différenciée, et la relation se pose dans le cadre d'une relation triangulaire. Le sujet, l'objet, le tiers. La limite et le principe de réalité sont reconnus, et cet état de fait facilite grandement la relation, car la personne souffrant de troubles névrotiques va fonctionner dans le respect global des règles sociales, légales, institutionnelles. Leur transgression relèvera plutôt d'un jeu adaptatif qui pourra être repris en entretien avec le soignant. Le conflit qui s'exprime se fait globalement dans un cadre de respect de l'intégrité et de l'individualité du soignant, reposant essentiellement sur l'échange et la verbalisation. La personne névrotique ayant développé un fonctionnement préconscient prévalent. Je reprends, la limite et le principe de réalité sont reconnus et cet état de fait facilite grandement la relation car la personne souffrant de troubles névrotiques va fonctionner dans le respect global des règles sociales, légales, institutionnelles. Leur transgression relèvera plutôt d'un jeu adaptatif qui pourra être repris en entretien avec le soignant. Le conflit qui s'exprime se fait globalement dans un cadre de respect de l'intégrité et de l'individualité du soignant, reposant essentiellement sur l'échange et la verbalisation. La personne névrotique ayant développé un fonctionnement préconscient prévalent. Le rapport de force ne s'inscrit en principe pas dans la violence ni le déni de la réalité de l'autre. Et si cela arrive, c'est de façon ponctuelle au décours d'épisodes critiques. Exemple. Donc un exemple, Jérôme est hospitalisé pour un sevrage alcoolique. Donc Jérôme est hospitalisé pour un sevrage alcoolique. Le contrat qu'il passe avec son médecin et l'équipe soignante lors de son admission stipule que ses sorties du service doivent se limiter à la terrasse qui se trouve devant l'unité, et cela durant 1 semaine. Durant l'après-midi, les soignants remarquent qu'il a tendance à s'en écarter peu à peu, s'éloignant vers tel patient qui se promène, ou prétextant vouloir s'asseoir à l'ombre d'un arbre qui se trouve plus loin.
À chaque transgression, les soignants vont le voir pour lui rappeler les termes du contrat. Après quelques tentatives, Jérôme cesse son manège. Il a compris que le cadre tient. Les modes de décompensation névrotique. Les modes de décompensation névrotique. Nous l'avons vu, c'est pendant la traversée de la crise oedipienne que vit l'enfant de 4 à 6 ans que les interdits parentaux, soutenant la différence des sexes, la différence des générations et la différence entre la sexualité enfantine et la sexualité adulte, vont l'aider à se structurer dans un certain équilibre. Cependant, quand les interdits parentaux ne sont pas suffisamment structurants, cela peut avoir un effet désorganisateur sur le psychisme de l'enfant, provoquant chez lui un surcroît de positions défensives qui pourront être réactualisées à l'âge adulte lors de situations de vie. Du fait de la prévalence du mécanisme de refoulement dans la clinique névrotique, la symptomatologie de celle-ci est essentiellement marquée par le retour du refoulé, c'est-à-dire que la conflictualité psychique, ne pouvant être totalement maintenue dans l'inconscient, va alors s'exprimer au travers de symptômes très divers. Obsession, phobie, angoisse, etc. Les névroses sont la névrose d'angoisse ou trouble anxieux généralisé, la névrose obsessionnelle ou trouble obsessionnel compulsif, la névrose phobique ou trouble phobique, la névrose hystérique ou trouble de conversion, et la névrose traumatique ou état de stress post-traumatique. Points clés. Les points clés à retenir. Caractéristiques de la structure de personnalité névrotique. La personne dispose d'un moi structuré. Elle a conscience de ses troubles. Ses symptômes sont compréhensibles par rapport à son histoire de vie, c'est-à-dire qu'il existe une logique entre des événements vécus, déclencheurs, et l'apparition des symptômes dont elle souffre. La symptomatologie névrotique se manifeste de façon générale par des angoisses et de l'anxiété, qui s'expriment de façon symbolisée par le biais de symptômes divers, phobie, obsession, théâtralisme, etc. Le type d'angoisse prévalent est l'angoisse de castration. Les mécanismes de défense mis en place, de façon préférentielle, sont le refoulement et le déplacement. L'instance psychique dominante est le moi. La relation d'objet qu'elle développe est génitale. La relation d'objet qu'elle développe est génitale, c'est-à-dire qu'elle tient compte de l'autre qui est reconnu comme étant différent de soi. Le principe de réalité est prévalent sur le principe de plaisir. Et son mode de fonctionnement psychique prévalent, donc le mode de fonctionnement psychique prévalent de la personne souffrant de troubles névrotiques est le système préconscient qui permet à la personne de faire des liens, de symboliser. Ce sont les processus secondaires qui dominent.